Cher Monsieur Hugonnet, tout d'abord un grand merci d'avoir bien voulu accepter cette interview qui complète celle que nous avons déjà réalisée il y a 2 ans et que vous pouvez retrouver en ligne en tapant Christian Hugonnet, l'éducation musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle est maintenant sous tutelle de l'UNESCO, donc la semaine du son de l'UNESCO. Elle s'articule autour de 5 thèmes principaux: acoustique, environnement sonore, santé auditive, enregistrement, diffusion, relations image-son, expression musicale et pédagogie. Et donc, par rapport à l'année dernière et il y a 2 ans, disons, ce qui m'a semblé de plus frappant, c'est cette expansion à l'international. On voit à Bruxelles des Wig van de Klank, pardon pour mon flamand, euh, International Year of Sound, ICA, toutes ces choses-là. Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je pense que cette semaine du son, inexorablement, donc je dirais, se répand naturellement. Elle se répand à l'international. Oui, cette semaine du son a démarré en France, mais très peu de temps après, 2 ans plus tard, elle démarrait en Belgique. Et puis ensuite, elle s'est spontanément, même d'ailleurs, mise en place dans différents pays à l'international, donc, dont 5 pays en Afrique, en Amérique du Sud. Je pense à l'Argentine, je pense au Venezuela, je pense à la Colombie, l'Uruguay. Et voilà, donc ce sont des gens qui ont compris assez rapidement l'importance de l'enjeu en fait du sonore au jour d'aujourd'hui dans une société qui est entièrement dédiée au visuel. Et c'est bien aussi pour cela, et c'est grâce à cela précisément que nous avons pu déposer cette résolution auprès de l'UNESCO, car très rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce problème que nous avions imaginé en France était international et qu'il devait être traité au niveau international. Et c'est ainsi qu'est née en fait d'abord cette charte qui maintenant permet à tous les pays qui se lancent sur cette semaine du son savent à quoi s'en tenir et quels sont les projets qui sont définis, comme vous l'avez dit, sur les 5 thèmes, selon les 5 thèmes de la semaine du son: environnement, santé auditive, enregistrement, reproduction, image et son et expression musicale. Et, euh, et à partir de là est née effectivement cette fameuse résolution, la 39C59, qui nous permet d'être définitivement installés au sein de l'UNESCO, avec dorénavant effectivement le titre de Semaine du son de l'UNESCO, pour pouvoir être étendu là du coup à tous les pays du monde. Donc on a encore 193 pays aujourd'hui à conquérir, si je puis dire, de manière à ce que, comme le disait si justement il y a quelques années Murray Schaeffer, qui avait été parrain d'une des éditions de la Semaine du son, le jour où tu auras, Christian, 52 pays qui organiseront 52 semaines du son. Donc, du coup, on aura du sonore tous les jours au rendez-vous de l'année. Donc, on y est presque là. On sera peut-être mieux que 52 pays si on en a 193. Avec 193 semaines du son organisées à différents moments de l'année, on peut considérer qu'on aura du son et une semaine du son à chaque jour de l'année, ce qui serait vraiment le, le souhait absolu. Vous parliez de Murray Schaeffer, je pense que c'est quelque chose de... C'est très intéressant de rebondir là-dessus. Je pensais à cette chose, disons en France, bien sûr qu'il y a cet intérêt pour le son. On a eu notre Schaeffer, Pierre Schaeffer, même si ça n'a... Les pensées sont très différentes, mais à part le traité des objets musicaux de Schaeffer, tout ça, je pense que disons, ce focus sur le son, du moins du point de vue artistique, en composition, en musique, c'est vraiment voilà, quelque chose de Murray Schaeffer ou d'américain. Je pense à Cage ou des gens pour qui vraiment le son, le sonore va vraiment devenir le médium principal de l'expression musicale. Ça semble
bateau, mais j'ai l'impression que souvent, les musiciens ne prennent pas le son, même s'ils le disent, le son n'est pas le centre de leur intérêt et En fait, ce qu'il y a j'ai envie de dire tout de suite et d'emblée, en fait, c'est le traitement sonore qui est d'abord à l'origine, en fait, de la musique. Autrement dit, la manière avec laquelle on traite les sons, pour en faire de la musique véritablement, relève, est un moment fondamental. C'est-à-dire que c'est, la notion de silence, la notion de dynamique sonore, la notion de timbre est une notion fondamentale et la musique en est passe par cette condition sine qua non d'une maîtrise absolue en fait du sonore. Et de ce point de vue-là, Pierre Schaeffer et bien d'autres qui se sont intéressés là plus directement aux sonorités nouvelles finalement ont su maîtriser cette dimension-là. Ce qui peut, et tous les compositeurs, d'une manière générale, ont su maîtriser cette notion-là. Ce qui peut nous faire peur aujourd'hui, peut-être, ce qui peut faire peur à la musique aujourd'hui, c'est de perdre cet état de structure musicale à travers une réduction, je dis bien, de la capacité dont on dispose aujourd'hui pour créer la musique. Autrement dit, si l'on travaille aujourd'hui, si on se donne en tout cas une réduction de dynamique sonore, comme c'est le cas aujourd'hui avec ce qu'on appelle la compression musicale, la compression sonore, qui fait que la notion de nuance est en train de disparaître, même totalement de tout ce que l'on écoute aujourd'hui, on s'éloigne de la musique. Donc la maîtrise là, du sonore devient plus que fondamentale. Si on n'y met pas des mini-silences, des micro-silences dans cette musique d'aujourd'hui et de demain, on va s'écarter de la musique là aussi. Et les compositeurs qui, eux, doivent également se nourrir, ils sont quelquefois effectivement placés devant une contradiction incroyable qui est celle de faire d'un son de qualité et en même temps de nourrir des radios qui leur demandent effectivement des sons de mauvaise qualité. Et c'est en cela que la musique peut à mon avis, nous filer entre les doigts. Et c'est en cela que je suis quelque part conscient, et nous sommes conscients au sein de la Semaine du Son, et j'en ai largement parlé au sein de l'UNESCO, qu'il y a à travers cette dérive de ce que Didier Lockwood appelait la malbouffe sonore, hein, je dis bien la malbouffe sonore, la possibilité de nous écarter de la création musicale et du coup de porter un coup fatal à la culture musicale à travers un son qui n'aurait plus de goût, qui n'aurait plus de nuances, qui n'aurait plus de timbre, qui n'aurait plus de ce qu'il y a d'essentiel dans la musique, à savoir effectivement cette notion de relief et qui d'ailleurs appartient à toutes les musiques, qui devrait appartenir à toutes les musiques. Alors voilà, donc ça c'est une question importante et Murray Schaeffer en était parfaitement conscient et bien évidemment lorsqu'il a imaginé cette notion de soundscape, aussi cette notion d'écoute de l'environnement sonore pour nous permettre d'imaginer le monde en fermant les yeux simplement et en écoutant tout simplement en écoutant simplement ce monde sonore. Et bien, il était évidemment conscient qu'il y avait à travers ces sons tout ce qu'il y avait de plus riche de ce dont on dispose, à savoir encore une fois ces notions de dynamique sonore, ces notions de timbre, ces notions de tempo, d'évolution temporelle, de rythmique, etc., etc. On avait tout, on a tout dans la nature. Attention aujourd'hui, à travers toute la chaîne électroacoustique que nous ne maîtrisons pas forcément toujours aujourd'hui, de ne pas anéantir justement ce formidable trésor naturel qui est celui du sonore. Voilà. Et c'est en cela que nous sommes un peu circonspects, enfin un peu
un peu inquiet de la manière avec laquelle, effectivement, la musique peut évoluer aujourd'hui. Voilà. C'est un point essentiel, surtout au moment, encore une fois, où précisément la musique est en train de quitter les salles de concert, où les gens ne vont plus écouter, ou de moins en moins en tout cas, un instrument de musique, je dirais, joué acoustiquement, et ne perçoivent, qu'un jeune ne perçoive aujourd'hui une clarinette finalement qu'à travers un baladeur. Et ça, c'est un vrai problème parce que précisément, un instrument de musique doit d'abord être écouté naturellement pour ensuite être analysé avec intelligence. Encore une fois, il nous faut des références. Les références de la campagne, on peut, par les Murray Schaeffer, on les a plus dans la ville. La ville nous apporte un espèce de brouhaha sonore permanent qui est celui effectivement du moteur à explosion et qui fait qu'aujourd'hui tous les micro-silences et les petits bruits sont tous masqués. Donc nos notions de référence aujourd'hui en prennent un sale coup, références sonores j'entends, et qui en fait peuvent nous amener à accepter le pire en termes de musique, de restructuration, d'écoute musicale, sans avoir le recul nécessaire. Voilà, c'est en cela qu'il peut y avoir en tout cas une prise de conscience nécessaire et indispensable aujourd'hui pour la musique de demain. Je tiens à vous remercier parce que vous m'avez fait prendre conscience de ça, de cette, par le fait de la compression sonore, donc je ne sais pas exactement techniquement, mais il s'agit de remonter tous les niveaux, c'est à peu près ça, je pense. Et en tout cas, quand on est au supermarché, d'avoir ce niveau sonore comme ça qui ne s'arrête pas, ou la façon dont les gens, je ne sais pas, dans le bus écoutent la radio comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très, de, je sais pas, dommage. Et c'est bien disons, de faire très attention à ces choses-là. J'allais, pour parler de la qualité du son, disons, prendre un peu le contre-pied. Je me rappelle une phrase de Risset qui disait euh, quand on entend Charlie Parker dans un vieux magnétophone avec un filtrage, des sons de craquement d'un tourne-disque tout rayé, on reconnaît Charlie Parker tout de suite. Alors, vous qui êtes acousticien, Hum, comment ça hum. se fait en fait D'abord, Jean-Claude Risset était un homme que j'adorais. Hein, vraiment, je trouve qu'il a beaucoup avancé la prise de conscience de la qualité sonore, lui aussi, en qualité de musicien et aussi de chercheur et de compositeur. Je l'ai rencontré plusieurs fois à l'IRCAM. Enfin, bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Bah, l'intelligence fait qu'à un moment donné, on est conscient que tout simplement que ce qu'il y a de plus important de la musique, c'est pas ce que l'on croit, c'est ce qu'il y a entre la musique, entre les notes, etc. Et dans une attaque de violon, dans une attaque de guitare, on a tout déjà. C'est-à-dire la manière avec laquelle un guitariste pince sa corde, en fait, ou n'importe quel violoniste, euh, au moment où la corde est pincée, vous avez déjà l'identité de la personne derrière. Donc c'est même pas, c'est absolument incroyable. Et il faut le dire et le redire. Et euh, lorsque l'on attaque une note, lorsqu'on appuie sur une, sur une, sur une note de piano, il y a ce qu'on appelle un bruit. C'est le bruit de l'attaque qu'on appelle un transitoire. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la note qui reste effectivement, qui vous donne effectivement à travers son timbre, mais aussi à travers euh, son, sa couleur sonore, on va avoir la hauteur de la note. Mais au moment où vous attaquez, vous avez déjà l'essentiel. Vous avez le timbre déjà, qui est déjà donné à travers cette structuration du bruit finalement. Et encore une fois, il s'agit bien d'un bruit, hein, qui n'est pas un bruit blanc, qui n'est pas un bruit rose, qui est un bruit qui est celui qui appartient, je dirais même, aux musiciens et à chaque musicien. Et à partir de là, on a déjà l'essentiel de l'identité de la personne qui est derrière. Hein, c'est extraordinaire, ça va très très vite. Une expérience que nous avions réalisée à l'IRCAM, d'ailleurs, c'est
et faites-la, cette expérience. Vous prenez 50, vous prenez une attaque de violon et une attaque de clarinette. Et vous prenez les 50 premières millisecondes de l'attaque du violon et vous la faites suivre par la hauteur de la clarinette, la même hauteur de la clarinette. Donc, vous coupez vraiment, vous gardez les 50 premières millisecondes du violon et vous la faites suivre du son de la clarinette. Eh bien, les gens vont dire à l'écoute que c'est bien un violon. Ça ne sera pas un très beau violon, mais ça sera un violon. Et si vous faites l'inverse, si vous prenez une attaque de clarinette et que vous la faites suivre la même hauteur que cette attaque avec celle effectivement du violon, les gens vont dire c'est une clarinette. Et ça n'aura duré que 50 millisecondes. Donc on est loin d'avoir compris sur un plan de la perception auditive, et c'est là où on attend beaucoup des chercheurs et des neuroscientifiques, le rôle exactement du cerveau dans ce qu'on appelle en fait la reconnaissance du timbre. Le timbre n'est pas ce que l'on imagine. Le timbre n'est pas lié en fait à une note tenue. Le timbre est lié très directement à l'attaque et à la manière avec laquelle les choses arrivent. Et cette notion-là est une notion importante. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les attaques sont en train d'être bouffées totalement par toute cette compression qui est, encore une fois, liée à cette malbouffe sonore. C'est-à-dire qu'on vous lime tout, on vous casse tout, on vous rabote tout, on vous enlève des micro-silences, on n'a plus de silence. D'ailleurs, on reste complètement sur un même ton et sur un même niveau d'énergie. On remplit l'espace aussi. On ne laisse plus le temps à celui qui écoute d'écouter et effectivement de se faire une idée de l'interprétation, justement. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait une asphyxie sonore à laquelle on assiste, qui est une asphyxie tout à fait incroyable, qui empêche, encore une fois, le mélomane ou celui qui se trouve en écoute de comprendre vraiment le message et donc de reconnaître celui qui s'exprime. Hein. Là où Tony Parker, ou en tout cas des enregistrements, si mauvais étaient-ils, eh bien, ils se donnaient encore l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? On avait l'essentiel et on avait la modulation, si je puis dire. Aujourd'hui, toute une jeunesse aussi s'intéresse au vinyle, mais évidemment, c'est pas le vinyle qui les intéresse, c'est une interprétation que nous avions jusque dans les années 2000, qui est une interprétation et un enregistrement, un mode d'enregistrement qui était tout de même lié à, au souhait d'être au plus proche de l'interprétation. À Radio France, moi qui ai fait pas mal d'enregistrements aussi, au Alina, etc., lorsqu'on enregistrait, je continue toujours à enregistrer d'ailleurs des musiciens, mais quand j'enregistre un musicien et un orchestre, je me dis, essayons d'être plus proche de l'interprétation. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance, malheureusement, à se créer une autre interprétation, autrement dit, à tout foutre par terre et tout reconstruire pour toujours être au-dessus du niveau sonore de la ville, autrement d'être de manière à être entendu dans les bagnoles, dans les supermarchés. Autrement dit, c'est une musique au mètre à laquelle on assiste et c'est de ça dont il est question. Voilà. Donc, en tout cas, pour revenir sur ce que vous disiez, oui, évidemment, il y a bien, Jean-Claude Risset en était parfaitement conscient, il y a bien dans les enregistrements d'il y a quelques années, il y avait effectivement quelque chose qui ressemblait à l'essentiel. Et bon, pour rebondir encore sur ce flot sonore continu, moi, comme exemple, j'ai vraiment ce Morton Feldman en tête, puisque ce sont de grands silences et puis de temps en temps une note, et je pense que les gens devraient écouter plus ça, et ça leur ferait reprendre conscience de ce qu'est un silence et de ce que ça peut apporter à la musique. Mais bon, peut-être pour repartir sur d'autres thématiques, évidemment, la santé auditive, c'est quelque chose de très important pour la semaine du son. J'ai vu notamment avec Shelley Chadha, je ne sais pas si dont je dis Shelley son. Chadha, oui, Chadha. Shelley Chadha qui est indienne et qui est maintenant à la tête
du département audiologie au sein de l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, et qui mène un travail tout à fait important pour essayer de lutter contre ce fléau qui est celui de la malaudition, qui est en train de toucher près de 1,3 milliard de personnes au niveau international. Donc c'est tout à fait sérieux, c'est quasiment une personne sur quatre, et qui plus est chez les jeunes, donc des moins de 35 ans. Donc on est là à une époque importante où l'oreille est menacée. Hein, donc, il faut faire attention à cela sans être catastrophiste, mais il faut être conscient que l'oreille, aujourd'hui, oui, est menacée. Oui. Est menacée à travers l'acouphène, à travers les acouphènes, donc les sifflements qu'on a dans les oreilles, à travers des niveaux sonores importants, à travers une écoute qui n'est plus vraiment maîtrisée maintenant, ou en tout cas qui se fait à travers euh, des, euh, des écouteurs qui n'ont jamais été aussi proches de l'oreille, à travers aussi une méconnaissance du son aussi, il faut le dire, dans les écoles, etc. On n'apprend pas à tout un chacun, on dit, on ne sait pas ce que c'est qu'un son finalement. Donc, comme on ne parle pas du son, eh bien, ce son vient nous est, nous est imposé sans qu'on puisse avoir les bons mots pour pouvoir le maîtriser, si je puis dire. Et donc, un vocabulaire serait tout à fait nécessaire. D'ailleurs, on est en train d'y réfléchir avec l'UNESCO pour, notamment avec les écoles associées de l'UNESCO, on est en train d'imaginer tout un vocabulaire qui va être international, qui va permettre à chaque enfant de pouvoir parler du son également, utiliser un mot adéquat pour parler d'un son. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de dynamique sonore, on parle de nuances évidemment, mais on ne sait pas bien ce que c'est que cette notion de compression. Vous voyez, on a du mal à comprendre, tout simplement parce que le son ne se voit pas, et parce qu'il ne se voit pas, eh bien, on a tendance un peu à l'éliminer. Et l'OMS le sait bien, c'est bien du son que dépend le visuel, si je puis dire. Hein. Donc, il est important de le dire. Ça aussi, autrement dit, j'entends, et c'est parce que j'entends que je vois mieux. Hein. Les aveugles sont des voyants, d'une certaine manière. Hein. Celui qui garde l'oreille sur le monde a toujours, en fait, une vision assez, je dirais, assez exacte de ce qui se passe. Celui qui n'a que les yeux n'a pas forcément une vision exacte de ce qui se passe. Hein. On lui donne, parce qu'il a un champ de vision qui est celui dont il dispose, mais qui n'est pas, qui est forcément orienté. Donc, du coup, alors que l'oreille, déjà, est à 360 degrés, et qu'en même temps, quand on écoute, eh bien, on écoute bien, je dirais, on se construit des images dans la tête. Donc, et savoir écouter, c'est aussi savoir mettre de côté les bons mots des mauvais mots. Hein. Autrement dit, c'est l'intelligence, l'écoute. Hein. La musique, c'est l'intelligence. Hein. Euh, Savoir écouter, c'est savoir c'est savoir comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, c'est exactement ce qui est le plus important sur cette terre.